j'ai rouvert les yeux, j'ai réalisé, j'avais 2 parois de glace. Est-ce que tu préfères 1 heure de coaching avec Kylian Jornet ou 1 heure de mentoring avec Warren Buffett? Aujourd'hui, ça nous a permis d'arriver pas loin des 300 millions d'euros. À quel moment est-ce qu'effectivement on a encore la santé pour faire les restes et on se dit, il faut y aller. C'est quoi la différence entre une boîte à 300 millions et une boîte qui fait 1 milliard? C'est quoi ton secret? Il y a pas longtemps, tu as quand même eu une histoire assez périlleuse, c'est moins qu'on puisse dire. Une mauvaise expérience. Pour être professionnel, c'est quoi maintenant, aujourd'hui, là? La personne qu'on s'apprête à rejoindre, elle est vraiment très spéciale et ce pour 3 raisons. La première, c'est que quand on lui donne les clés de la présidence de BDO France en 2021, la boîte fait 135 millions d'euros et en seulement 3 ans, il quasi double le chiffre d'affaires pour arriver à 235 millions d'euros. La deuxième raison, c'est que l'année dernière, le magazine Forbes l'a élu l'un des 20 patrons préférés des Français. Et ça, c'est une grande fierté. Et la troisième raison, sinon cette personne ne serait pas dans le business ride, c'est que c'est un grand sportif qui a fait plusieurs Ironman, qui est passionné d'alpinisme et qui fait aussi également beaucoup de trail. Je vous présente le business ride de Arnaud Naudan. Donc là, on est dans les bureaux de BDO France. Il y a plein de choses marquées sur les murs, c'est marqué Trust, c'est marqué Explore. On va voir ce qu'Arnaud a à nous raconter là-dessus. Ouais. Salut Arnaud. Salut Quentin. Bienvenue. Merci. Ravi d'être ici. Rentre, je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu veux un café peut-être? Ouais, avec plaisir. C'est un peu la tradition dans le business ride, ça commence toujours par un café. C'est la tradition. Viens avec moi, on va aller prendre un café. Bon, bienvenue. Ouais, merci. Écoute, on a eu peur de la météo en arrivant. Ouais, on s'en est pris. T'as vu ça, ce qui s'est passé? On s'en est pris une belle. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme quoi... J'ai pensé à toi hier soir, je me suis dit bon... Je t'ai demandé ce qui allait se passer. Ça va changer, la donne. Non, puis je crois que t'es un dur à cuire, donc il aurait plus plu, on l'aurait quand même fait. On l'aurait quand même fait, effectivement. On l'aurait quand même fait. Noir, simple? Ouais, très bien, super, merci. Bon, ça va? Ouais, super. Ouais. Alors, première question. Qu'est-ce que t'as fait ce matin avant d'arriver? Alors écoute, je suis dans la semaine, j'ai 2 enfants assez jeunes, 11 et 9 ans. Donc hier soir j'avais le spectacle de sortie des CM2. Ce matin j'avais le petit déjeuner des parents du CE2. Enfin tu sais, c'est la semaine où dernière semaine de l'année où tu fais un peu semaine enfant quoi. Ok. Donc j'ai pas couru, je me suis dit normalement. Pas fait de sport. Moi je croyais que la légende Arnaud Naudan faisait du sport tous les jours. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, quasiment tous les jours effectivement. Mais là je savais qu'on allait courir ensemble, donc je me suis dit je vais pas doubler les entraînements. Séance de remplacement. Donc non, j'ai pas couru. C'est sur quoi en ce moment comme sport, surtout course à pied? Écoute, à Paris. Alors, beaucoup de course à pied, j'ai pas beaucoup le choix, je fais quand même pas mal de vélo. Tu sais que j'ai eu un accident? Ouais. À vélo, non? C'était pas à vélo. Ah oui, là. Non, en ski, ma crevasse. Dis pas tout, on en parlera tout à l'heure. On en parlera après. Donc du coup, ça a un peu perturbé mon programme d'entraînement. Ouais. Mais là, j'étais sur un Ironman. Je prépare un Ironman. Alors, c'est un défi un peu particulier. Plus un défi d'ailleurs qu'une course. Ah, le fameux projet, j'en ai entendu parler. Le Summum. C'est le Summum Project, avec une fin sur le Mont Blanc, je crois. Avec une ligne d'arrivée. En haut du Mont Blanc. Ouais. Okay. Vas-y, c'est toi, je t'en prie. C'est quelque chose que tu fais tout seul ou? Ouais, en fait, l'organisation, c'est quelqu'un qui s'appelle Cyril Blanchard, qui est le Cyril Blanchard. Le Cyril Blanchard, qui est le recordman, je pense encore aujourd'hui, recordman français de l'enduroman. Okay. Tu sais, Arch to Arch. Bien sûr. Très belle épreuve. Londres. Donc peut-être pour ceux qui ne savent pas, l'enduroman, donc c'est une épreuve de triathlon un peu particulière. Qui part de Londres, je crois, l'Arche. Marble Arch, ouais. Et on commence avec, contrairement à beaucoup de triathlons, avec de la course à pied, puisqu'il y a 100 km, je crois, de course à pied. Plus, 140. Un peu plus, ouais. 140. Ensuite, la traversée de la Manche à la nage. Dont le courant fait beaucoup rend la chose très aléatoire parce que ça peut être entre 30 et 60 km de nage au milieu de paquebots, etc. Je crois que lui, il a nagé, je crois, 2 heures sans avancer en fait. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est juste dingue. 2 heures sans avancer, j'avais pas cette info. Et ensuite, quand on arrive sur la côte française, on prend son vélo et on arrive à Paris à la 2e arche. Voilà. Celle qui est pas loin de nous. 300 km. 300 km et ça en fait
l'un des triathlons les plus extrêmes qui existent officiellement. Il y a toujours plus, il y a des mecs qui font des DK Ironman, ils sont 20 au départ au Mexique et exactement. Ça a lieu tous les 2-3 ans. Mais Cyril qui a trouvé que finalement l'enduroman c'était un défi extrême, mais c'était pas très beau en fait en termes d'image, en termes de... Il s'est dit comment est-ce que je peux allier cette passion de l'endurance avec un endroit assez mythique et beau. Bon, quelle entrée en matière sur le sport et quel défi. Mais Arnaud, c'est le Business Ride, donc on parle de sport et on parle de business. On est où ici? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, ici tu es dans le siège social de BDO France, donc tu as pas loin de 600 personnes qui travaillent ici. Donc siège du groupe, BDO France, environ 2200 collaborateurs, 600 ici, le reste en région, donc pas loin de 50 sites dans tous les territoires de France. Autour de 5 métiers, le commissariat aux comptes, environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc plutôt des grands comptes, SBF 120, CAC 40. Expertise comptable, expertise sociale, donc là plutôt petites entreprises, moyennes entreprises. Une division avocat, donc BDO avocat, conseil juridique, conseil fiscal, et puis une partie consulting sur lequel on a beaucoup investi depuis 3 ans, autour du conseil financier, donc transaction services, M&A, restructuring, évaluation. Conseil en stratégie, conseil en management et une partie tech autour data, conseil IT et cybersécurité. Donc environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. On est, donc moi je m'occupe, BDO en France, on a un grand réseau mondial, donc présent dans plus de 160 pays et 120 000 collaborateurs. L'un des 5 plus gros réseaux de conseil d'audit. De conseil et d'audit dans le monde. Voilà. Impressionnant. Merci. J'ai vu qu'il y a eu déjà quelques interviews de toi. On ne va pas revenir sur les chiffres d'affaires, ton rôle. On sait que tu es président du directoire de BDO France. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand on t'a donné les clés de la maison en 2021, si je ne me trompe pas, au 1er janvier 2021, la boîte faisait 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3 ans plus tard, elle en fait 235, si mes chiffres sont bons. Tu rajoutes 4e année, 265 et puis pas loin de 300. C'est quoi ton secret? Écoute, je pense que j'ai bénéficié, il y avait une histoire avant moi. Il y avait, comme tu le disais, 135 millions d'euros de chiffre d'affaires, un groupe qui s'était construit par des opérations de rapprochement, en fait 4 patrons de cabinet qui ont décidé de se rapprocher pour reprendre la marque BDO qui avait besoin de se développer en France. Qui ont redéveloppé donc un groupe qui faisait, tu le disais, 135 millions d'euros. Donc j'avais une histoire, on avait des équipes, c'est pas une entreprise que j'ai fondée. Tu avais aussi une histoire avec l'entreprise, parce que ça fait un certain temps que tu es chez BDO. Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans. En fait, moi j'avais fait toute ma carrière chez PwC avant, tu vois, un groupe dans lequel j'étais d'ailleurs très heureux. J'avais travaillé au Luxembourg, à New York, j'étais rentré à Paris. Ce qui me manquait, c'était le côté entrepreneurial. En fait, je pense à un entrepreneur mais qui n'avait pas d'idée, tu vois, je le dis souvent, j'avais envie de créer quelque chose. Les gens ont plein d'idées mais ils vont pas. Et ils ont du mal à exécuter. Moi, j'avais pas l'idée du siècle. Je voyais l'entrepreneuriat dire si t'as pas l'idée type Amazon, ça sert à rien de te lancer, tu vois. C'était un peu ma vision de l'entrepreneuriat à cette époque-là. Et en fait, quand BDO est venu me chercher, ils m'ont vendu et tu vois finalement ils ont tenu la promesse. Ils m'ont vendu un projet entrepreneurial avec une carrière rapide à un moment où moi je me posais des questions sur ma propre carrière. J'étais assez ambitieux, je voulais être associé, je visais des responsabilités parce que j'avais mes idées malgré tout et surtout un sentiment que ce métier était utile, en fait, qu'on avait un rôle. J'ai l'impression que c'est un truc qui te caractérise, c'est l'importance d'avoir de l'impact. Absolument. D'où ça te vient et des plus vieux souvenirs que tu puisses avoir, comment ça naît chez toi cette envie d'avoir de l'impact, parce que je crois que c'est quand même assez fort. Oui, absolument. En fait, je pense que toute ma carrière, tout ce que j'ai fait, que ce soit dans le pro ou dans le perso, était avec un objectif d'avoir un impact, quel qu'il soit, quoi. Et que ce soit quand j'étais en école de commerce, même avant, quand moi j'ai fait beaucoup de volets, donc c'était comment est-ce que je peux faire avancer l'équipe, contribuer à quelque chose de plus grand que simplement ce que je fais au quotidien. Donc il y a toujours eu cette volonté en fait de contribuer à quelque chose de plus grand. Et quand je suis arrivé chez BDO,
assez convaincu de l'utilité de nos métiers. Je pense qu'on fait des métiers qui sont très nobles, accompagner les entreprises dans leur croissance, dans leur développement, les aider à naviguer dans la complexité des affaires, dans tous les métiers que l'on fait aujourd'hui. Je trouve que c'était noble. Tu vois, les métiers d'audit qui ont un peu perdu en attractivité, moi je continue de penser que c'est un métier absolument fondamental, très utile. Et donc ce que je voulais, c'était redonner en fait de l'attractivité à ces métiers. Et puis assez convaincu qu'on avait un certain nombre de crises à gérer, assez convaincu, très convaincu par l'urgence climatique, par les enjeux de lutte contre les inégalités, et de dire finalement les entreprises ont un devoir de contribuer positivement au bien commun, et pas simplement, on parle beaucoup de RSE pour réduire les externalités négatives. Voilà, moi ma vision était plus de dire comment est-ce que par nos métiers on peut arriver à contribuer davantage au bien commun. Et je crois d'ailleurs que BDO est devenu société à mission. Société à mission. Ça a été vraiment la première action qu'on a menée avec mon équipe quand on a pris la direction du groupe. Parce que je crois que haute spécificité chez BDO, on nomme pas un président directeur, on nomme une équipe complète, je crois. Absolument, ouais. Ouais. En fait, on est élu. Donc tu viens avec une liste, en fait. Absolument. Tu viens avec une équipe de direction, globalement, avec un projet, et on est élu par la communauté. Et là, récemment, je crois que tu as été réélu avec ton équipe. On a été réélu il y a 1 an et demi, pour un nouveau mandat de 5 ans. Ouais. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Écoute, ça a bien fonctionné, tu l'as dit. On a globalement, je pense qu'il y a toute une conjonction de facteurs qui ont fait que le groupe s'est développé aussi fortement depuis 4 ans. Mais c'est vrai qu'il y a eu la transformation en société à mission qui a permis de libérer les énergies, d'aligner tout le monde. On avait fait beaucoup de croissance, je le disais, parti de 0 en 2007 à 135 millions en 2021. Ce qui reste quand même assez considérable dans un marché comme le nôtre. Mais de doubler en 3 ans sur un chiffre d'affaires, je trouve ça presque plus impressionnant parce qu'il y a beaucoup de boîtes après qui plafonnent un peu. Là, ça fait quand même une grosse croissance. Ça fait une très grosse croissance, on est très fiers, on est très contents. Il y a eu du build-up un peu, j'imagine. Beaucoup, on a fait 50% de build-up, 50% de croissance organique, mais en fait, ce qui nous a permis, je pense, de faire autant de croissance depuis 4 ans, c'est vraiment le projet. C'est d'avoir aligné l'ensemble de nos équipes sur un projet, une raison d'être, une ambition, et de dire, la genèse de ce projet, c'est vraiment le Covid. En 2020, on s'est dit, et on s'est rendu compte à quel point on pouvait avoir de l'impact chez nos clients et à quel point nos clients nous écoutaient. 2020, confinement, tous les patrons d'entreprise qui étaient clients de BDO ont appelé nos associés, nos équipes, comment est-ce qu'on gère ça, comment est-ce qu'on gère ci. Et en fait, ce capital confiance qu'on a auprès des dirigeants d'entreprise, on a voulu l'utiliser pour les amener à se transformer, se dire en fait, nous on est assez convaincus que les entreprises qui vont se développer demain, qui vont continuer d'exister demain, sont celles qui s'engagent dans une transition. C'est pas parce que BDO France sera demain hyper vertueux, net zéro, que le monde aura changé. Par contre, si on arrive par notre conseil, par notre impact chez nos clients, à amener nos 35 000 clients à se transformer, là, on aura vraiment contribué positivement. Et en fait, c'est de cette idée que tout a commencé en fait en 2021 et qui nous a permis, autour de cela, de bâtir un modèle assez attractif pour nos collaborateurs. On a beaucoup investi sur notre marque employeur, sur le sens qu'on donnait à nos métiers. Okay. On a beaucoup travaillé sur le go-to-market, on a beaucoup travaillé sur une stratégie de build-up. On a assumé dans notre profession de faire de la croissance externe un axe de développement majeur. Donc on a staffé des équipes qui sont dédiées à cela, sourcer les deals, négocier les deals, travailler sur les intégrations. Et sur ce volet-là, on a fait 14 acquisitions en 3 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous a permis d'arriver pas loin des 300 millions d'euros, qui était le cap qu'on s'était donné à 2026. Donc tu vois, on y est 12 mois plus tôt. Et donc là, on va se redonner un axe de croissance, probablement pour refaire, je veux dire, qui tout double. On va doubler encore. Bravo, je te souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Merci. Ça va être très satisfaisant. Écoute, je viens de penser, on est dans ton bureau, et je me demande ce que ton bureau dit de toi.
Donc je vais regarder un petit peu ce que je vois autour de moi, si tu veux bien qu'on en parle. Je t'en prie. Et tu vas nous raconter des petites histoires. Ceci n'est pas du tout préparé, mais souvent il y a des choses. Alors on a un magazine, on a un livre sur l'Everest. Ouais. On a un livre sur l'Everest, donc je crois que tu fais beaucoup d'alpinisme, donc ça doit être une source d'inspiration. Mais celui-là, il est bien en évidence par rapport aux autres. Pourquoi c'est important de voir tous les jours, là, depuis ton bureau, ce livre sur l'Everest? Bah écoute, c'est un rêve, hein. Ça fait de longues années que je pense à ce sommet. Tu le disais, bon, je fais beaucoup de triathlon, mais aussi du trail running, beaucoup d'alpinisme. L'Everest, pour moi, ça reste un objectif qui n'est pas simplement un rêve, assez concret, hein, souvent. Et je dis à mes associés, le jour où vous en avez marre de moi et où je ne suis plus président, peut-être que la première chose que je ferai, c'est d'aller escalader l'Everest. Et c'est un de mes associés qui m'a offert ce livre, Benjamin. Voilà, j'espère que c'est pas un signe. Et voilà, qui me dit un message. Peut-être, tiens, j'y avais pas pensé comme ça, mais je lui dirai. Mais effectivement, ça reste un rêve pour moi. Ouais, absolument. Génial. Alors, on a parlé de performance, mais il y a autre chose dont je voulais te parler, et je viens de le voir. On a ici, j'en ai parlé dans l'introduction, t'es pas au courant, on a ici un magazine. Arnaud, il n'est pas seulement performant, il est aussi très apprécié. Parce que aussi, on a le magazine Forbes, je vous disais, où Arnaud a été élu en fin d'année dernière l'un des 20 patrons les préférés des Français. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi les gens t'adorent? Écoute, ça, il faudrait leur demander. Je pense que cette reconnaissance, c'était surtout le fruit du travail accompli depuis 4 ans avec l'ensemble des équipes du groupe. Très heureux et très reconnaissant, effectivement, de cette proposition de la part de Forbes, qui généralement met plus en valeur des entrepreneurs, des sportifs. Donc c'est vrai que quand ils nous ont proposé cela et cette interview, on était très, très heureux, très satisfaits. Je pense que ça vient refléter tous les engagements qu'on a pris et probablement la différence qu'on a amenée dans un secteur où on n'était pas forcément attendu comme ça. Je pense qu'on a pris des engagements qui étaient très forts. Moi, ce que je reproche parfois à notre profession, c'est de ne pas prendre position, de ne pas porter des opinions. Alors même qu'on est une profession qui a un rôle prépondérant auprès des entreprises françaises. On est un des plus grands recruteurs dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Donc on a une responsabilité. Le fait tu le disais, qu'on devienne société à mission, qu'on prenne des engagements sur la diversité, sur l'inclusion, sur l'insertion dans les territoires, sur la lutte contre les inégalités. Finalement, ça a quand même beaucoup résonné dans le marché. On a eu une croissance, tu le disais, qui était effectivement très forte, une manière de faire notre business qui était quand même assez différente par rapport à nos gros concurrents. Et donc c'était quoi la grosse différence? On va pas les citer, on les connaît, les grands concurrents en France. Qu'est-ce qui vous démarque? Cet ADN, cet engagement, je veux dire, passionnément engagé, c'est la signature de marque du groupe. Donc on a assumé d'être engagé, d'avoir des convictions et de les porter auprès de nos clients. On a fait énormément d'opérations de croissance externe qui étaient assez rares quand même dans notre profession. Donc tu vois, d'industrialiser ça et de dire plus on est grand, plus on aura de l'impact. Et donc plus on aura de l'impact, plus on aura des chances de réaliser nos objectifs de mission. Ça aussi c'était assez unique. Et puis voilà, je pense que j'avais aussi dans cette profession qui avait besoin d'être transformée, qui avait besoin d'être dépoussiérée, effectivement une résonance qui était particulière, et c'est ça qui a fait, je pense, qui intéresse Forbes. En tout cas, félicitations, et moi je pense que c'est un bon message aussi pour les jeunes qui veulent se lancer dans le secteur. Tu te dis, moi souvent je dis, il ne faut pas choisir une entreprise, il faut choisir un patron. Et donc je serais curieux, j'ai pas lu l'article, mais je vais le lire, je vais décortiquer le truc parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Et en tout cas, bravo. Et c'était, tu vois, on a beaucoup parlé avec mes associés de stratégie, d'incarnation. Tu vois, moi c'est vrai que j'ai une personnalité qui fait que mon sport, mais intense. Passionné. Je vis. C'est pas pour rien qu'on a choisi cette signature de marque, passionnément engagé. Je veux dire, il y a de la passion, on veut faire nos métiers d'une façon qui soit le plus passionné possible pour nos clients, pour nos collaborateurs.
Moi, je porte pas un masque, hein, globalement. Je suis dans l'entreprise comme je suis à l'extérieur. Donc, mes associés me connaissent, mes équipes me connaissent mes habitudes, mes passions, mes engagements. C'est quelque chose sur lequel tu es ouvert et que tu partages. Ouais, vous faites de la course à pied à midi parfois avec l'équipe. On a effectivement des douches en dessous, et donc les collaborateurs partent courir dans le bois de Boulogne. On sponsorise. Un tapis de course. On a un tapis de course, on a une salle de sport. Donc les valeurs du sport sont sur les murs, sont un petit peu partout. C'est important pour nous et ça crée de la cohésion d'équipe. Ouais, c'est top. Bon, on va aller faire de la cohésion d'équipe dans pas longtemps, mais juste avant, je vois ce tombstone ou cette tombstone, je ne sais pas s'il y en a un ou une. On avait fait un épisode avec nos amis de chez Cambon Parter, Michael Azinko. Il y avait plein de tombstones, c'était leur job. Pourquoi celle-ci? Parce que tu m'as parlé de 17 acquisitions, je crois. 14 acquisitions. 14 acquisitions. Tu peux nous en parler de cette acquisition? Bah, tu vois, celle-ci, ça a été... en fait, c'est nos associés avec qui on s'est rapprochés, qui est Advance Capital. Une structure, on était très fiers de se rapprocher avec Advance parce que le groupe, si on regarde 2 ans en arrière, le groupe était déjà un leader de l'audit, de l'expertise comptable, de l'expertise sociale, du conseil juridique et fiscal. On avait une volonté de se développer dans le consulting. Conseil financier, conseil en stratégie. On avait déjà fait des investissements avec une première structure qui s'appelait le BIP, qu'on avait acheté en 2021. Et en fait, tout a changé dans les 18 derniers mois. On a fait une première acquisition très structurante d'une partner, donc avec environ une dizaine d'associés qui nous ont rejoints pour développer ce pôle conseil, sur lesquels on était parfaitement alignés en termes d'ADN, de segment de marché, et une structure qui faisait référence en France sur la transformation des directions financières, sur le M&A, sur le conseil en management au sens large. Et on a fait quasiment un peu plus d'un an après, une autre opération, donc avec Advance Capital, qui était un leader sur le transaction services, le restructuring, l'évaluation. Donc oui, par rapport aux personnes que tu as interviewées avant moi, ça doit résonner. C'est l'objet, et ce qui me fait marrer aussi, c'est le... Alors pour ceux qui ne savent pas, ce graphique, peut-être tu peux en parler, mais c'est typique de ces opérations, ce qu'on appelle un waterfall, en français, un graphique en cascade. C'est exactement ce qu'on cherche en fait à réaliser avec l'ensemble de nos opérations. C'est grosso modo des structures leaders sur leur marché qui nous rejoignent et à partir de là créer des synergies et faire en sorte que leur propre business continue de grandir et que effectivement 1 + 1 fasse 3. Et donc c'est ce qu'on a fait avec nos 14 acquisitions, et donc vu qu'ils sont très habitués à travailler avec du private equity, avec des corporates sur la stratégie d'acquisition, et donc d'avoir des tombstones un petit peu partout. Ils m'ont offert ça quelques mois après l'opération, donc pour cristalliser notre opération de rapprochement. Donc j'aurais pu en mettre 14 autres sur celle qu'on a. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je t'en souhaite encore beaucoup en tout cas. Mais effectivement, on va continuer. Donc c'est vrai que ce mur, je réalise avec toi que sans forcément l'avoir construit, tu vois, j'aime beaucoup cette photo. Elle est très célèbre. Voilà. Magnifique. Écoute, tu m'as dit que tu n'avais pas encore fait ton entraînement hier ni aujourd'hui. Effectivement, je t'ai réservé pour toi. Je te propose d'une petite transition triathlon, tu connais ça? Absolument. Et puis on se retrouve pour passer à la partie course à pied. Je t'ai préparé un petit parcours. Tu vas me dire si ça te plaît. Écoute, et puis on va faire l'entraînement du jour. Allons-y. Ça te va? J'espère que tu es en forme. Ouais, je suis en forme, c'est parti. Bon, donc là on triche pas, hein. On part du bureau. Je t'ai préparé un circuit dans Paris, parce qu'il faut quand même rappeler que hier on a eu une tempête qui s'est abattue sur Paris, donc le bois de Boulogne, pas trop aller dans le bois. Ça marche pas, à part si on veut prendre un bain de boue. Mais on a un super parcours aussi qu'on te prépare, donc ça va te permettre de faire ton entraînement dans ton agenda très serré. D'ailleurs, première question, les moments privilégiés pour faire tes entraînements, parce que la journée, quand tout le monde est en train de bosser, j'imagine que c'est là que tu dois être sur le pont au bureau. C'est quand tes moments? Écoute, moi j'ai une routine, une vraie routine en fait, c'est que je cours le matin, je m'entraîne le matin. Donc systématiquement réveil 4h30, 5h du mat. Ok. Un petit déjeuner, quasiment. Ah ouais. Un petit déjeuner.
À 23h, je sais pas dépasser minuit. D'accord, oui, parce qu'à un moment donné, le corps... Ouais, après j'ai la chance de ne pas avoir besoin de dormir beaucoup. Ok. Oui, parce que déjà c'est peu, même 23h, effectivement. Donc effectivement, tous les matins, ça m'arrive, mais c'est assez rare parce que j'ai des déjeuners tous les jours. D'aller entre midi et 2. J'y arrivais à une époque, un peu moins maintenant. Ok. Mais voilà, je te dirais, moi, c'est plutôt le matin que je suis performant. Ok. Le soir, j'arrive. Je le vois sur les stats, je sais pas toi. Mais... Tu veux dire en termes de sport? Ouais, en termes de performance, ouais. Bah en fait, moi j'ai l'impression que ton vrai état de performance, tu le constates quand tu te mets au max de tes capacités. Et à l'entraînement, c'est assez rare. Donc j'ai pas trop de préférence. Et surtout, par exemple, quand tu fais du bi-quotidien, tu fais du vélo le soir et de la course à pied le matin, bah t'as pas le choix en fait. Ouais. Donc moi c'est un peu comme toi, mais c'est surtout écarté. Donc soit très tard le soir, ça m'est arrivé de finir des séances de home trainer à minuit et demi, tu vois. Soit plutôt tôt le matin. Parce qu'il y a ce truc, je pense que tous les dirigeants connaissent, mais le matin t'es tranquille quoi. Ouais, c'est ça. T'es tranquille, tu respires, ta course à pied elle est quasi méditative. Et je pense que c'est ça que tu vis aussi en te levant aussitôt quoi. C'est exactement ça, moi je dis toujours, finalement je travaille en courant. tu fais des mails, tu fais comme Jean il fait des mails sur le home trainer. Tu fais peut-être pareil sur ton téléphone en courant. Alors ça, Jean m'a raconté qu'effectivement il avait pour habitude, enfin qu'il s'était créé une table et qu'il faisait ses mails. Ouais. Honnêtement, je sais pas comment il fait. Alors quand on dit Jean, je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est Jean de la Roche-Brochard, donc qui est le patron du fonds de Xavier Niel, Kim Aventure, qui est quelqu'un qui est connu pour être extrêmement organisé. D'ailleurs on fait la pub de son livre, qui s'appelle Human Machine, je crois. Ouais. S'organiser comme une machine pour vivre comme un humain, quelque chose comme ça. Exactement. Je l'ai eu sur coulisses de CEO et je trouvais l'histoire assez incroyable. Ouais. Mais non, moi j'en suis pas arrivé à faire mes mails sur le vélo. Par contre, quand je cours, effectivement, ça m'aide à organiser mes idées. Quand j'ai un problème, généralement je pars courir, j'ai trouvé la solution en courant. Ah ouais, ça c'est cool. T'as un côté quand même productif quoi. Le sport te donne probablement, il participe probablement à ton capital sympathie. Mais en vrai, j'ai une question. Pour être dans ce classement, comment ça se passe? Dis-nous la vérité. Écoute, Est-ce que tu as le droit de nous dire? Écoute, je suis pas certain d'avoir une secret sauce, comme on dit. Mais c'est Forbes qui t'a contacté, c'est toi qui postules, c'est ton équipe com, comme un dossier? Non, c'est eux qui m'ont contacté. Ah, c'est génial. Tu sais, parce que parfois on voit des trucs, les mecs qui payent pour, tu sais, je sais pas toi, mais désolé BFM Business, mais je me fais tout le temps démarcher par ces mecs pour payer genre 6000 balles pour aller faire une interview qui peut être sans doute très bien, mais sur un plateau où ils te mettent en avant en tant qu'expert. Et je sais que Forbes fait aussi ça, donc je me demandais si c'était pas un truc de régie pub ou aussi comme ça. Non, alors après, évidemment, on est accompagné en communication, on a une agence qui gère nos relations presse, nos relations publiques. Donc ça fait partie aussi de leur fait de guerre et de belles performances. D'accord. Mais non, c'est eux qui nous ont contactés. Et encore une fois, ce qu'on disait dans mon bureau, ils voulaient... ils étaient interpellés par le fait qu'un cabinet de conseil et d'audit prenne nos positions et un tel niveau de croissance et une telle ambition, puisqu'on a dit on est arrivé à 300 millions maintenant, l'objectif c'est le milliard. La plus grosse en France, elle fait combien? Notre plus grand concurrent? Ouais, le numéro 1 en termes de chiffre d'affaires en tout cas. Écoute, c'est difficilement comparable parce qu'après on n'a pas les mêmes stratégies, les mêmes marchés. Ouais. Mais le milliard est une bonne target, certains sont au milliard. Ok. Alors, tu connais pas exactement la route, mais j'ai l'impression que du peu que je te connaisse maintenant, si tu es à 300, tu vas aller chercher plus. À ton avis, c'est quoi la différence entre une boîte à 300 millions et une boîte qui fait 1 milliard? Écoute, c'est une excellente question parce que on le voit d'ores et déjà, et j'en parle
J'en parle beaucoup, notamment dans mon podcast aussi, sur les Ton podcast, comment il s'appelle? coulisses de CEO. Et tu fais quoi dedans? On en profite, on fait de la pub en courant. On peut faire de la pub pour coulisses de CEO. Joint l'utile à l'agréable. Ouais. Écoute, c'est un podcast qu'on a lancé il y a un peu plus d'1 an. Ouais. À la base, en se disant on va faire 8 épisodes dans un format vraiment conversation entre dirigeants. Ok. Sur un angle qu'on trouvait assez peu traité et qui moi m'a assez frappé quand j'ai pris mes fonctions de solitude du dirigeant, gestion de l'équilibre, la question du pourquoi est-ce que les dirigeants prennent ces fonctions, qu'est-ce qui les anime. Ouais. Et donc on a lancé ça il y a un peu plus d'1 an et là on en est à 70 épisodes, 73. Wow. Ça fonctionne très bien. Et pour revenir à ta question, ce sujet de la croissance, de l'hypercroissance et de la structuration est vraiment un enjeu. On ne gère pas une boîte qui fait 20 millions d'euros de la même façon qu'une boîte qui en fait 50, qui en fait 100, Ouais. qui en fait 300, Bien 1 sûr, milliard. bien sûr. Donc il y a un enjeu de structuration. Nous, on a un modèle qui est un peu particulier tout de même. C'est un Pourquoi? partnership. Ouais. Oui, parce que tu as une filiale BDO Strasbourg, une filiale BDO Toulouse, où j'imagine que il y a des associés en fait à chaque fois. Alors non, on est 100% intégré. D'accord. Ça, c'est une particularité. Donc il n'y a pas d'associés minoritaires dans les différentes filiales. D'accord. Donc on se rapproche plus d'un groupe de conseil que d'un partnership à strictement parler. Ok. Mais par contre, on a cet enjeu d'arriver à conserver la liberté d'entreprendre pour nos associés. D'accord. Et donc ça donne une gouvernance un peu particulière. D'accord. Et la question que je me posais, là, tu as dit 73 interviews. De ces 73 interviews, si tu veux donner le meilleur conseil que tu as entendu et nous le partager pour les gens qui veulent entreprendre ou les dirigeants, ce serait quoi? Ah, écoute, ça va être difficile de t'en donner un. Il y a un truc je suis sûr qu'il y en a une qui t'a marqué ou une phrase qui te reste en tête. Écoute, tu vois, il y a quelqu'un comme Jacques Pomereau, qui est un ami, qui est le CEO d'Inetum. Ouais. Carrière exceptionnelle, vraiment un grand dirigeant. Je l'embrasse s'il nous écoute. On embrasse Jacques. Lui, il disait, une transformation d'entreprise, c'est de la tête et du cœur. Ouais. Pour ne pas minimiser à la fois le côté effectivement stratégie de transformation, timing, impact, mais sans oublier le côté émotionnel d'une transformation, embarquer les gens et y mettre du cœur. D'accord. Ça, c'est un conseil que moi, qui a résonné pour moi et que je continue de relayer. On parlait de Jean, mais voilà, je pense que l'épisode avec Jean était assez exceptionnel sur la manière de s'organiser, sur voilà un peu la machine, quoi. Ouais. La machine d'organisation, qui est quand même hyper important, quoi. Parce que bon, en tant que dirigeant, on cherche toujours à avoir du levier pour qu'à unité de temps égale, on produise plus. Mais à un moment donné, c'est l'utilisation de ce temps même qui est quand même un super levier pour être plus productif, quoi. Et je sais que Jean est particulièrement friand de ce genre Ah ouais, de... lui, t'as l'impression que tout est optimisé, tout est... méthode. J'ai eu la CEO de Dalkia, Sylvie Géano, hyper inspirante, très engagée, Ouais. donc qui démontre et qui milite pour un engagement des entreprises plus fort. Qui t'as pas encore eu et que tu rêverais d'avoir? Alors, Xavier Niel, peut-être. Ouais. Hier, j'ai enregistré avec une personnalité, enfin que beaucoup connaissent, mais n'ont pas forcément entendu, Sarah Lavoine, Ah oui, très bien. maison de Sarah Ouais, Lavoine. bien sûr, tout ce qui est ameublement, déco et tout ça dans les... Je vois très bien. Et tu vois, on parlait typiquement de Stark, voilà, le genre de personnalité que j'aimerais bien avoir aussi. Très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse chez ces gens-là? Disons, c'est un podcast dans lequel on parle business, donc les histoires entrepreneuriales, histoires de croissance, comment est-ce que les marques se sont montées, comment est-ce que les entreprises se sont développées. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde systématiquement.
sur des personnalités comme ça, c'est le côté que je trouvais assez intéressant, c'est le mix entre créativité et business. Ouais. Et ce sont quand même des gens dont la marque a une forte dépendance à leur personnalité. Toi, tu as un regard de gestionnaire, je dirais en tout cas, qui a vu beaucoup de boîtes, hein, je crois que vous avez 35 000 clients. Comment tu gérerais ça au mieux pour ne pas en fait absorber la valeur de la marque juste sur la personne et la valoriser d'une autre manière? Parce que la question derrière, c'est comment quelqu'un comme Stark fait pour céder Stark. Ouais, cette question de la personnification de la marque, ou plutôt de transformer la personne en marque, je ne sais pas dans quel sens il faut le voir, c'est aussi quelque chose que tu connais, tu en parlais avec ton podcast tout à l'heure. Est-ce que tu as pensé à la stratégie potentiellement de sortie de ce genre de choses? Pour toi ou pour des gens comme Stark, comme Sarah Lavoine ou, on en parlait avec Sarah hier sur le côté, effectivement, comment est-ce que la marque devient plus puissante que la personne qui l'incarne, ouais. Et comment est-ce qu'effectivement on tombe pas dans la surincarnation, et ça on y a beaucoup réfléchi parce que comme je te racontais, on a aussi cherché à exprimer notre ADN et notre personnalité de façon différente que les autres. Donc oui, aujourd'hui on a une stratégie qui est assez incarnée, assez personnifiée. Moi je pense que c'est, dans le monde aujourd'hui tel qu'il évolue, avoir des marques fortes, avoir des dirigeants qui sont des porte-parole de leur entreprise, ça devient absolument fondamental. Ouais. J'en parle avec beaucoup de dirigeants et toutes les grosses boîtes. Et on le voit maintenant, quand tu regardes même des groupes, certains groupes du CAC 40 ont des dirigeants qui sont qui incarnent réellement leur entreprise. Ouais. Je pense que ça sert la marque. Globalement, ça sert le business, ça fait gagner des clients, ça permet aussi en termes de recrutement d'avoir une histoire à raconter, que les jeunes qui nous rejoignent sachent un peu à qui ils ont affaire aussi. Un peu, exactement, qu'on mette un peu de chaleur, qu'ils mettent un peu de chaleur dans l'entreprise et que ce ne soit pas entre guillemets une marque froide. Et donc je pense que quel que soit le dirigeant, et je ne crois pas que ça freine finalement les successions, les rotations de dirigeants. J'en parle beaucoup avec les dirigeants avec lesquels je discute dans le podcast sur la durée de vie d'un dirigeant. Alors c'est quoi la durée de vie d'un dirigeant? Est-ce que c'est sain de rester 20 ans au même poste? Je pense probablement pas. Je pense qu'à un moment donné, quand on prend ses fonctions, on y va avec un projet, on y va avec une certaine énergie. Il faut savoir passer la main, il faut savoir transmettre. Moi, c'est des questions que je me pose assez régulièrement. Voilà, à quel moment est-ce que je pense qu'un dirigeant, ça doit être au service de l'entreprise. Donc je pense qu'il faut bien se poser la question de à quel moment est-ce qu'on sert réellement l'entreprise et à quel moment est-ce que l'entreprise se développera peut-être mieux, aura besoin de sang neuf. Et tu vois, ça c'est comme les mandats du président de la République. Ouais, est-ce qu'il faut combien de fois on a le droit de les renouveler jusqu'à ce que ce soit plus pertinent? Alors nous, on n'a pas de règles comme celle-ci. C'est vrai que dans notre organisation, le directoire, parce qu'on en parlait dans mon bureau, les associés élisent une équipe de direction. Aujourd'hui, le directoire est élu pour 5 ans et peut être renouvelé éternellement. On n'a pas mis de limite de mandat, ni pour le président, ni pour le directeur général. Certains l'ont fait. Moi je continue de penser que tant qu'on a l'énergie, tant qu'on a la volonté, tant qu'on a un cap clair, tout va bien. Le jour où par contre on estime que, et je pense que c'est une question que tous les dirigeants doivent vraiment se poser, c'est un jour il faut aller faire l'Everest. Quand est-ce qu'on va faire l'Everest en fait? Et alors après il y a cette question là, j'apprécie que tu rebondis, c'est à quel moment est-ce qu'effectivement on a encore la santé pour faire l'Everest et on se dit bon il faut y aller. Mais ce sera la première chose que je ferai quand je serai plus président de BDO. La grande question, aussi grande et importante que la Tour Eiffel ou le Trocadéro. Alors il y a encore les stigmates, j'ai l'impression, des Jeux Olympiques, mais c'est un super endroit. C'est mon terrain de jeu matinal. Donc, tu viens beaucoup ici? J'habite à Passy, donc juste à côté. Donc je descends la rue et puis je démarre les quais au niveau de la Tour Eiffel. Et puis généralement je pars gare de Lyon et je reviens. Tu vois, ça me fait mon petit tour. On a ton itinéraire mon petit 16-17 km du matin. Voilà, écoute, on va profiter de cette petite pause. Je vais te poser 5-6 questions très rapides. Et le but du jeu, ça va être la rapidité. Je crois que tu aimes bien ça, c'est un peu un challenge. Et c'est un jeu de tu préfères, ok? Est-ce que tu préfères un monde sans sport ou un monde sans défi? Oh, elle est dure celle-ci. J'espère que les autres seront plus faciles.
Monde sans sport, monde sans défi. Un monde sans sport, je peux pas l'imaginer. Je peux pas imaginer sans défi aussi. Là, ça veut dire du sport sans défi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu es condamné à faire des petits footings en Z2 tous les matins. Bon, monde sans sport. Là. Ok. Est-ce que tu préfères 1 heure de coaching avec Kylian Jornet ou 1 heure de mentoring avec Warren Buffett? Kylian Jornet. Ouais. Kylian Jornet, désolé Warren. Ouais. Est-ce que tu préfères avoir l'esprit d'équipe des All Blacks ou la rigueur McKinsey? L'esprit d'équipe des All Blacks. Est-ce que tu préférais faire la couverture de Forbes ou faire la couverture de l'Équipe Magazine? La couverture de Forbes quand même. Tu as déjà faite? Ouais, et puis la couverture de l'équipe, de toute manière, je sais que c'est mort. Donc, Est-ce que tu préfères faire un MBA à Stanford ou un Ironman à Hawaï? L'Ironman à Hawaï, c'est tellement inaccessible en fait que je dirais plus l'Ironman à Hawaï. Après, en même temps que la préparation d'Everest. Exactement. Tu sais qu'ils ont divisé par 2 les places disponibles. Pour Hawaï maintenant? Ouais, en fait, ils veulent regrouper les hommes et les femmes. Et du coup, à l'époque, c'était beaucoup trop gros. Je crois qu'il y avait 6000 participants. Et du coup, ils ont divisé par 2 les 2 sexes, les qualifications pour les 2 sexes. Donc la barre pour rentrer va être encore plus compliquée à atteindre. Quoi. Et tu vois, les gens qui arrivent après 3 ans. Jean, il a été bien discipliné. On n'est pas tous égaux. On était ensemble quand même quand il s'est qualifié à Barcelone. Et c'est vrai qu'il s'est bien donné. Et, tu l'aurais vu sur scène, il était genre... Tu sens que tu vois, Hawaï, c'est un truc, c'est le rêve de la plupart, c'est l'apogée entre guillemets, même pour des amateurs. Moi, quand j'ai fait des stages, moi j'en ai fait 4 et 2 fois j'ai fait un stage de préparation avant la course. T'as fait lesquels? J'ai fait Nice, j'ai fait Vichy, j'ai fait plat, Aix. Non, c'est un peu plus plat. C'est casse-pattes. Okay. J'ai préféré le parcours vélo de Nice. Aix, c'est un half, très beau parcours. J'ai fait le full. Il y a un full. Une année, ils ont fait un full. C'était quand? 2022, je pense. 2022. J'ai abandonné au 25e kilomètre du marathon. Qu'est-ce qui s'est passé? Déshydratation. Et quoi? Dodo? Ouais. Ah, mince. En fait, je suis vraiment le nuage blanc, quoi. Je sais pas ce qui t'arrive. Et je m'en veux encore terriblement parce que tu sais, tu réfléchis. Et je pense que j'aurais été dans une autre ville, j'aurais fini. En fait, moi, je suis né à Aix-en-Provence. Mes parents vivent encore à Aix et mes parents étaient sur la ligne d'arrivée. Et en fait, j'ai fait mon petit coup de déshydratation. Enfin, vraiment, tu vois plus rien, tu reprends tes esprits. J'ai la Croix-Rouge qui est venue, qui m'a mis de l'eau sur la nuque. Et je suis reparti en marchant. Et là, j'ai eu une pensée qui était de dire ok, soit tu continues et bon, il va te falloir 2 heures en marchant pour franchir la ligne d'arrivée, soit tu mets le clignotant et potentiellement dans une demi-heure, tu es chez tes parents au bord de la piscine avec ton père qui va te servir un pastis. Et là, autant te dire, tu as les jambes coupées. Voilà, il faut surtout pas penser à ça quand tu es dans un moment un peu dans le dur. Ça, c'est un bon conseil sportif. Ne pas penser à l'abandon parce que tu es sûr d'abandonner. Celui-là, il a été difficile. Puis j'ai refait Nice en fait. Donc aujourd'hui j'en ai fait. Ouais, c'est le plus beau. C'est emblématique en France. C'est le plus beau. Vraiment, je trouve le parcours vélo absolument exceptionnel. Et puis ça reste le mythique quand même en France. Tu nous as dit que l'Everest c'était l'un de tes rêves sportifs. Ton rêve professionnel, ce serait quoi maintenant, aujourd'hui là? Écoute, moi ce que je dis souvent aux collaborateurs et à mes associés, c'est je m'arrêterai dans ces fonctions le jour où la marque BDO sera connue dans tous les foyers de France. Voilà. C'est vraiment un objectif, et à la fois pour la fierté de nos collaborateurs, parce que souvent je dis on fait un beau métier, on a une belle entreprise, on a une belle marque, on a des expertises de pointe, et pour avoir vu le groupe évoluer depuis 10 ans maintenant, pas simplement depuis que j'en ai la présidence, mais il y a vraiment dans cette entreprise une ADN, des compétences qui sont assez uniques et qui sont vraiment de pointe. Donc rendre fiers nos collaborateurs de travailler dans l'entreprise en faisant connaître cette entreprise, ses expertises, ses valeurs, ses engagements. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime le matin et qui fait que j'ai une telle énergie. Comment tu mesures ça? Déjà, on leur parle beaucoup, on leur parle régulièrement. Moi, et très honnêtement, parfois je le regrette en me disant je ne le fais pas suffisamment, mais après les agendas sont compliqués, il faut arriver à tout gérer, mais on passe quand même pas mal de temps dans nos différents bureaux. Donc, j'ai notamment un directeur général, Grégoire, qui passe son temps au plus près des équipes à parler aux associés, aux collaborateurs.
pour écouter voilà, ce qui se passe réellement sur le terrain. Moi-même j'y vais assez régulièrement quand même, donc je ne suis pas enfermé dans mon bureau simplement à gérer des sujets corporate. Donc on va parler aux collaborateurs, on les interroge, on fait des enquêtes, on passe beaucoup de temps à interroger nos clients aussi. On a vraiment une optique partenariale avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires, nos entités, on a une partie de nos activités qui sont régulées. Donc on parle vraiment avec l'ensemble de nos parties prenantes pour amener le groupe à continuer de se développer. Et ça pour moi, voilà, je dirais tous les matins quand je vais courir là sur les quais, c'est vraiment ça auquel je pense. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les expertises de BDO France soient vraiment connues du plus grand monde. Comment est-ce qu'on fait pour que quand les étudiants rentrent chez eux et disent qu'ils ont un entretien chez nous, que leurs parents leur disent super, voilà, tu rentres chez BDO, tu vas avoir une belle carrière. Donc c'est vraiment tout le travail qu'on fait avec mon équipe depuis 4 ans, mais plus largement depuis que le groupe existe en France, donc 2007, faire en sorte voilà, que ce groupe soit connu, qu'il joue son rôle dans la société. Vraiment on pense qu'on est dans chacun de nos métiers, qu'on soit expert comptable, qu'on soit avocat, qu'on soit consultant, on a un capital confiance qui est énorme auprès des dirigeants d'entreprise. L'expert comptable, c'est le médecin de famille, l'avocat, même chose, le consultant, il a cette expertise, cette crédibilité de par son savoir qui est vraiment une force de transformation pour l'ensemble des entreprises. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui et le rôle qu'on veut jouer dans la société. Ça, c'est ton job de dirigeant. Les consultants qui arrivent, ils ont tous en tête, et comme je pense toi quand tu étais plus jeune, des ambitions de carrière. Si jamais il y en a qui nous regardent et que tu devais leur donner un seul conseil pour devenir un jour aussi président du directoire de BDO France, ce serait quoi? Écoute, moi je peux parler de mon expérience personnelle, ou plutôt de la façon dont ça s'est passé pour moi. Moi j'ai toujours essayé de décharger mon N+1. Décharger son N+1. Ouais, je vois, et de dire pas simplement, et pas dans une optique je vais faire ton boulot, etc. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été dans un poste, j'ai toujours regardé ce que faisait mon N+1 et je lui ai toujours proposé de faire une partie de son travail. Et en fait, quand c'est fait avec empathie, avec respect, le patron il a toujours envie, voilà, s'il a quelqu'un à qui il peut déléguer une partie de son travail, il a toujours envie de le faire a priori. Et donc moi c'est vraiment comme ça que j'ai fait. Quand j'ai été junior auditeur en Luxembourg, je regardais ce que faisait le senior et je lui disais qu'est-ce que je peux faire pour te décharger, ça me permettra d'apprendre. Moi j'ai toujours été assez curieux en fait, donc et j'ai, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le pro, toujours eu une volonté de m'améliorer. Enfin, comment est-ce que je peux être plus performant, comment est-ce que je peux apprendre davantage de choses. Moi, la pire crainte que j'ai à titre personnel, c'est d'arrêter d'apprendre. Et même aujourd'hui en tant que dirigeant, et j'en parle avec beaucoup de mes clients ou mes amis dirigeants, c'est comment est-ce qu'on peut continuer d'apprendre, comment est-ce qu'on peut continuer de s'améliorer. Jean était là-dessus un bon exemple, sur le côté machine, comment est-ce qu'on est plus performant. Donc moi je sais que j'ai fonctionné comme ça dans toute ma carrière. C'est quoi ta meilleure source d'apprentissage autonome? Comment tu vas aller chercher de l'info sur laquelle tu puisses te construire? Est-ce que c'est des bouquins, tu as des podcasts ou des choses à nous partager là-dessus? Il y a les podcasts, l'idée effectivement de faire un podcast avec BDO France partait de là, c'est que j'en écoute beaucoup et effectivement c'est une bonne source d'apprentissage et d'éveil. Je lis pas de livres mais je passe mon temps connecté sur des blogs, à lire des articles sur LinkedIn, à regarder des vidéos sur YouTube, enfin voilà, de gens qui inspirent, de leaders d'opinion qui voilà, me permettent de me documenter. Beaucoup d'IA aujourd'hui. Tu discutes avec ChatGPT? Moi je passe, je le dis souvent, je pense entre 1 heure et 2 heures par jour sur des outils d'IA pour voir comment ça fonctionne. Moi j'apprends beaucoup tout seul en fait. Je passe beaucoup de temps, les week-ends, les nuits, à lire des choses, à tester. J'ai fait... certains de mes associés me regardent parfois un peu en me disant mais c'est un fou furieux, mais voilà, j'ai fait des tutos no-code pour voir comment ça fonctionnait. Tu utilisais quoi comme logiciel sur no-code? Du Make, voilà, des choses comme ça, tu vois, pour dire voilà, comment est-ce que je peux arriver moi à faire moi-même des petites automations pour comprendre réellement comment ça fonctionne. Mais je crois que l'IA, chez BDO, vous travaillez beaucoup sur l'IA et comment l'IA peut aider demain. Je crois que vous avez tout un... Non, c'est même pas une filiale. Qu'est-ce que vous avez vous comme
comme grande tendance sur un usage, je dirais générique, cross vertical de l'IA dans les entreprises? Écoute, plusieurs choses pour te répondre. Je pense que nous, déjà pour nos besoins propres, on a été assez volontariste sur ces sujets en partant du principe que c'était réellement une révolution qui arrivait et qu'on avait un devoir de former nos collaborateurs et de les aider à adopter ces outils. Nous on voit vraiment ça, notamment pour notre secteur, pour le conseil, pour l'audit, comme un moyen de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, d'avoir des consultants augmentés avec des outils d'IA. En interne, c'est quoi là où tu penses que vous gagnez le plus de temps avec l'IA? Le truc no-brainer, IA. Tu l'as sur la stratégie de contenu, tu l'as sur le marketing, sur ne serait-ce que tout ce qui est rédactionnel. Tes posts LinkedIn sont hyper bons. Tu utilises l'IA pour les parfaire ou même les faire? Alors non, ça c'est une question qu'on me pose souvent, c'est qui fait mes posts LinkedIn? Je les fais moi-même. Ils sont très bons. J'aime beaucoup. Je les fais tout seul. Mais typiquement oui, on voit. Et d'ailleurs sur LinkedIn c'est assez intéressant parce qu'on arrive quand même à décrypter qu'est-ce qui est fait par l'IA. Il y a des mots. Moi je vois parfois, crucial par exemple, j'en parle souvent, mais ce mot, pour moi, personne disait jamais c'est crucial. Et maintenant tout le monde se met à le dire. Donc on arrive à décrypter les contenus qui sont générés par IA. Carrément. Donc après il y a des use cases assez évidents et faciles à mettre en place sur le recrutement par exemple, on reçoit énormément de CV, donc sur la capacité à aider nos chargés de recrutement dans la sélection des CV, dans avec la rédaction, avec des outils. Ça terrorise beaucoup, ça fait peur aux gens en se disant je vais passer à travers les mailles du filet si j'ai pas le bon critère. Qu'est-ce que t'en dis toi de ça? Non, je pense qu'au contraire ça peut aider à rationaliser les recrutements, à faire en sorte d'analyser l'ensemble des candidatures que les entreprises obtiennent, ce qui n'est pas forcément évident quand on reçoit énormément de CV. D'autres cas près d'usage qu'on voit nous dans les réponses aux appels d'offres quand on doit remplir des questionnaires. Là aussi ça nous permet avec des outils d'IA génératifs d'aller plus vite, donc de gagner en productivité. Et puis après surtout ce que l'on fait plutôt pour nos clients, effectivement d'aider des COMEX à se poser les questions de quel va être l'impact des outils d'IA c'est sur leur modèle économique. C'est que le début pour moi. Et effectivement c'est que le début, donc tu as parfaitement raison. Quand on voit l'évolution en l'espace de 18 mois et qu'on commence à parler des agents, je ne crois pas que les entreprises vont être totalement transformés ou que les collaborateurs vont être remplacés par des agents. En revanche, je pense que les entreprises qui ne s'y mettent pas vont avoir un désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises. Un problème de compétitivité, mais même maintenant. Nous, il y a des trucs, tu vois, en interne, sincèrement, sur certaines tâches très précises, on divise par 4 le temps de prod, à niveau de qualité égal, voire supérieur. Une boîte en face qui peut pas faire la même chose, c'est impossible qu'elle s'aligne, quoi. Mais par contre, ma conviction, c'est que il faut armer les salariés, il faut armer les collaborateurs à utiliser l'IA correctement, parce qu'en fait c'est le combo humain-IA qui est le plus efficace, quoi. Donc ça va pas remplacer, je pense que ça va venir plutôt augmenter l'humain, quoi. Exactement, ce que je te disais avec ma phrase de consultant augmenté, c'est que je pense que ça va permettre à beaucoup de métiers de gagner effectivement en productivité, de gagner en valeur ajoutée, d'automatiser toute une partie de tâches qui effectivement prenaient du temps sans vraiment créer de la valeur pour nos clients. Donc c'est en cela aujourd'hui qu'on investit. T'avais fait un peu aller voir des sports au JO? Pas tant que ça, j'avais fait la cérémonie d'ouverture. Ah ouais. J'ai regardé la télé, c'est là que je suis pas sorti. Mais c'était exceptionnel quand même. Et un match de beach volley. Ah ouais. Qui là était magnifique là avec la Tour Eiffel.
c'était sublime. Ah, ils ont fait un super truc quand même. Donc voilà, les anneaux olympiques. C'est top. Ils font une pierre à montailleté, donc c'est une course d'étapes en équipe. 3 étapes, étapes finalement assez courtes en kilométrage, hein, donc la plus longue fait 30 km. Grosso modo, on peut dire entre 20 et 30 km. C'est-à-dire que tu dois rester ensemble ou... Tu dois rester ensemble, il ne doit pas y avoir plus de 10 mètres entre toi et ton coéquipier. 10 mètres, ah c'est rigolo. Ouais. Donc es vraiment, tu dois faire la course en équipe. Ouais. Étape assez courte, entre 30 et 20, mais par contre avec un gros dénive. Donc combien? En fait, au final, tu fais entre 3000 et 2500 de dénive par jour. Donc, ah ouais. Donc à la fin, tu arrives à... C'est 10% de pente moyenne, quoi. Ouais, tu arrives à 70K et 7000 de dénive. Donc des parcours très techniques, donc là, un ratio, c'est dans, effectivement, c'est le 4, 5, 6 juillet, enfin. D'accord. Voilà, ça c'est ma prochaine. Après... j'ai eu 3 mois là qui ont été un peu compliqués en termes d'entraînement, hein, donc j'ai été arrêté. Alors oui, c'est une très bonne... c'est drôle que tu parles de ça et de la montagne parce que bon, j'ai évidemment appris qu'il n'y a pas longtemps, tu as quand même eu une histoire assez périlleuse, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Une mauvaise expérience. Il paraît que tu as testé la longueur de la corde en alpiniste. C'est ça. Et que en fait tu es tombé de 30 mètres dans une crevasse lors d'une sortie, lors d'une course. Lors d'une sortie en ski de randonnée. J'ai vu ton post assez saisissant. Raconte-nous comment tu t'es retrouvé au fond de cette crevasse. Écoute, j'étais parti pour faire un raid dans les Alpes suisses. Donc on devait faire un raid de 5 jours pour faire tous les sommets de 4000 de l'Oberland. Ok, il y en a combien? On s'était fixé 7 ou 8 sommets en fonction de la météo. Et le premier jour, on était parti depuis quelques heures, on avait fait, tu vois, juste 400 mètres de dénivelé positif. On était arrivé sur un col. Premier sommet à 150 mètres de dénivelé. Okay. Et un pont de neige s'est cassé sous mes skis. Sous tes skis, ok. Donc là, tu avais les 2 guides étaient passés. On avait une trace, donc les skieurs étaient déjà passés le matin. Ok, ah oui, d'accord. Donc le truc plutôt normalement rassurant, quoi. Ouais, t'arrives sur un col, tu baisses un peu la garde, t'as déjà une trace. Et il y avait une possibilité, vous aviez envisagé qu'à cet endroit-là, parfois il y avait du risque? Pas du tout. Ouais, donc t'as rien vu venir? Pas du tout, au contraire, on avait fait les 400 mètres de D+, qu'on avait fait étaient là pour le coup sur une zone assez engagée, donc on savait qu'il y avait des crevasses, les guides s'arrêtaient régulièrement. Regarder les cartes topographiques, donc là, voilà, on disait on était en alerte. Par contre, quand on est arrivé sur le col, zone plutôt sécure, une trace, le sommet pas loin, le ciel qui s'ouvre. On était un petit peu dans le brouillard le matin. Ok. Là, tout allait mieux. Et effectivement, voilà, les 2 guides passent. Pause escalier. Donc là, éclairci. On est dans des traces, et là sous tes skis, la neige s'ouvre, quoi. Ouais, ça casse, tu tombes. Donc là, tu comprends pas réellement ce qui se passe, hein. Je pense que 30 mètres, Ah mais attends, mais 30 mètres, t'as combien de temps? T'as 3 secondes de chute. Ouais, c'est pas long. C'est pas long, mais c'est long. Ça te paraît une éternité. T'as le temps d'avoir un petit soulevé le haut le cœur, quoi. Tu te rends pas compte de ce qui t'arrive, t'as de la neige sur la figure, tu contractes. T'as froid, j'imagine. Ça tape un peu partout. Parce que c'est de la glace, quoi. C'est de la glace, ouais. C'est de la glace. Et effectivement, quand j'ai rouvert les yeux, que j'ai réalisé, j'avais 2 parois de glace, je voyais pas le. Oh punaise. Je voyais pas le ciel. T'étais tourné, t'avais la tête vers le bas du coup? Je suis arrivé en fait bloqué dans une espèce de V. Ouais. Coincé sur le côté gauche. Donc tu savais pas, tu voyais pas le bas ni le haut en fait? Alors je savais pas de combien de mètres j'étais tombé, effectivement je voyais pas le ciel. Ok. Donc ce qui a été le premier stress. Bien sûr. De savoir est-ce que je suis tombé de 10, de 20, de 30, de 100 et est-ce qu'ils vont pouvoir venir me chercher. Le deuxième stress c'est que je voyais pas derrière moi. Donc je savais pas si j'étais arrivé au fond. Ouais. Et que si jamais je bougeais, potentiellement je pouvais repartir. Donc tu sais pas ce qu'il y a, enfin tu sais pas de combien de mètres t'es tombé. Tu sais pas ce qui reste en dessous de toi. Ouais. Et donc t'es bloqué en mode. Ouais, j'étais bloqué sur le côté, sur mon le bras côté. comprimé contre les skis ils sont à tes pieds ou pas? Non, les skis ont déchaussé. Ils ont déchaussé. Pas de casque.
Parce qu'on était à la montée. T-shirt manche longue, mais t-shirt quand même. Donc t-shirt dans le congélo. Et là par contre, ouais, quand on était à environ 3800 mètres d'altitude, il faisait 7 ou 8 degrés. T'es à la montée, t'es dans l'effort, donc t'as chaud. Par contre, quand tu te retrouves 30 mètres plus bas dans le congélateur, effectivement, il fait un peu plus froid. Oh là là. Bon, et qu'est-ce qui se dit Arnaud Naudan au fond du trou? Écoute, tu penses... Essaie de pas paniquer déjà. Donc, après, ça a été dur. Les 10... Enfin, je pense que ça a dû durer une bonne dizaine de minutes avant que les guides m'appellent. Que tu les entendes. Ouais. Parce que là, pendant 10 minutes, c'est silence. C'est silence, et d'un côté je le savais, parce que assez rapidement je me suis dit, bah, ils vont devoir sécuriser, tu peux pas t'approcher du trou, je sais pas, enfin, sinon il y a quelqu'un d'autre qui peut tomber. Donc dans tous les cas je m'étais dit que ça prendrait du temps, parce qu'ils devraient sécuriser avec des sondes. Donc bon, je savais que... Donc oui, tu te vois mourir là en dessous, mais... Et quand t'entends le guide qui t'appelle, bon, tu dis que déjà les secours sont en train d'être mis en place. Ouais. Tu essaies de ne pas avoir trop de pensées négatives du type est-ce qu'ils vont pouvoir me décoincer. Ouais. Et tu te sens bloqué ou tu sens que si tu as de l'aide ça va... Ah non, je suis complètement bloqué. Ah ouais, t'es comprimé. Je suis complètement bloqué, mon bras m'empêche de respirer, donc j'ai essayé de me dégager avec mon bras droit. Mais là t'entends que ça craque. Ah. Donc là tu dis c'est pété. Tu sais pas... Ah, ça craque la glace. T'entends que ouais, t'entends des craquements. Et donc tu te dis putain, mais peut-être que je suis pas arrivé au fond, donc on va pas trop bouger. Et si tu bouges pas, t'arrives pas à respirer, donc t'es un peu dans une situation critique, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'après 10 minutes, je pense 10 minutes, ils m'appellent. Donc je sais que je suis localisé, ils me disent que quelqu'un descend. Ok. Donc là, on est plus dans un mood positif, quoi. Bah là t'entends et tu sais déjà que le secours est en place, que l'hélico arrive. Ouais. Donc là il se passe encore du temps pour qu'ils préparent le mouflage, etc. Donc il y a un des guides qui est descendu, qui m'a accroché une corde à mon baudrier. Généralement, voilà, autre chose, un autre renseignement, hein, quand on part en alpinisme, généralement on a des broches. T'as des broches, ouais, pour fixer dans les pour parois. Éventuellement, si tu tombes, pouvoir te sécuriser, tu plantes la broche dans la glace et tu t'accroches. Bon bah là, la broche, j'en avais qu'une, elle était côté gauche, et donc j'arrivais pas à l'atteindre. Bon, maintenant je sais que quand je pars, il faudra que je mette deux broches, une de chaque côté, parce que tu sais pas où est-ce que tu pourras, enfin de quel côté tu peux tomber éventuellement. Donc les photos, c'était pas des vraies photos, les photos qu'on a vues sur... Ah si, c'est des vraies photos. T'as pris des photos quand t'étais dans le trou? C'est le guide. Ah, c'est le guide. Ouais, le guide qui est descendu. L'histoire, d'accord. Et qui m'a accroché une corde au baudrier. M'a appris des photos de là où j'étais bloqué, ouais, quand j'étais en train de remonter. Ouais. Parce que on te remonte à la force des bras à ce moment-là. Alors au tout début, c'est avec les poulies, c'est le matériel qu'on les guide sur eux. Hein. D'accord. Et c'est d'ailleurs quelque chose, tu vois, je commençais à avoir un niveau en alpinisme où l'idée de faire des solos commençait à germer. Ok. Bon bah là maintenant je sais ça t'a refroidi? Ah bah oui, c'est une Oui, parce qu'en fait, là t'es solo, t'as les mains bloquées, t'es mort. Tu finis en cryo, quoi. Ouais. Ah punaise, impressionnant. Et même, j'étais parti quand même avec deux guides, qui à eux deux, je pense, cumulaient 50 ans de secours au PGHM de Chamonix. Et vous étiez, ce que tu racontais, c'est qu'il y avait une personne derrière toi. Ouais. Et c'est aussi ça qui t'a permis d'identifier tout de suite que tu étais tombé, parce que j'imagine on en a parlé avec les guides, effectivement, ceux-ci seraient arrivés au dernier de cordée. Potentiellement, on s'en rendait compte au sommet. Parce qu'on dit deux cordées, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas en cordée. On n'est pas en cordée. Hein. Ouais. Bah ouais, sinon, la corde aurait probablement fait son job, même si c'est pas garanti. Alors, on y a évidemment beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on aurait dû mettre la corde? Ouais. Bon, après, c'est leur job. Écoute, s'il y avait, si tu avais pu refaire l'opération, qu'est-ce que tu aurais fait différemment
Si cette leçon, elle pouvait profiter à tous. Ah bah là, comme ça, je dirais, systématiquement, quand tu es sur glacier, que ce soit à la montée et quelle que soit la zone, tu mets une corde. Tu mets une corde. Ouais. Après, quand tu mets une corde, tu perds du temps sur les conversions. Avec les conditions aujourd'hui, parce que donc les conversions, pour ceux qui ne savent pas, il me semble que c'est quand tu changes de direction. Voilà, quand tu es à la montée et que tu fais des virages. Hein. Ouais. Une conversion, c'est une technique avec tes skis pour pouvoir faire le virage. Ouais. Bah, si tu as une corde dans les pieds, c'est plus dur. C'est dur et c'est dangereux. Donc tu perds un peu de temps. Ouais. Et dans des conditions de très haute montagne, l'après-midi, le soleil tape, donc tu as le risque d'avalanche qui augmente. Donc c'est un peu la maîtrise. C'est l'accident par avalanche ou l'accident par... Ouais, c'est-à-dire tu sécurises potentiellement la crevasse si tu mets une corde, mais tu t'exposes plus longtemps aux conditions, donc potentiellement l'avalanche l'après-midi. Donc c'est vraiment... Gestion du risque. Ouais, gestion du risque. Talent d'entrepreneur, talent de dirigeant. De toute manière, c'est ce que disent les guides, hein, la très haute montagne, c'est risqué. On fait tout pour réduire le risque, maîtriser le risque, prendre les bonnes décisions. Mais il est toujours là, il existe. Mais effectivement, ça reste une pratique exposée. Ouais. Difficilement compréhensible par certains. Ouais. Mais qui reste une passion. Enfin, c'est magnifique. Hein. J'y suis retourné 2 semaines après mon accident. Pour revoir les montagnes, pour la neige. Tout de suite, comme on dit, quand on tombe du cheval, il faut se remettre en selle tout de suite. Exactement. Ouais, mais du coup, là maintenant, comment tu abordes la montagne? Parce que tu vas faire cette course, alors c'est pas les mêmes conditions exactement, mais tu es quand même dans la montagne. Tu vas changer quoi? Tu as dit, ok, avoir plus de sécurité accessible. Écoute, ça va surprendre, mais je vais pas changer grand-chose. Ouais, j'ai l'impression qu'à part cette histoire de corde, vous avez tout bien fait, quoi. Ouais, et encore la corde, plein de gens auraient fait le même choix, quoi. Ouais, je pense pas que... C'est pas déraisonnable. Ouais, je pense que ça s'expliquait et ça a été une option plutôt qu'une autre qui se justifiait au regard des conditions. Ouais. Moi, j'ai plus vu ça comme un accident, réellement. Et un accident, on peut l'avoir là sur la route. Tu sors de chez toi, quelque chose te tombe dessus. Bien sûr. La probabilité est très faible. Mais ça peut arriver. Bon, ça arrive pas qu'aux autres. Je me suis fait très peur, je me suis fait très mal quand même parce que dans ma chance, même si j'ai miraculeusement aucune fracture, voilà, je suis capable de courir avec toi. T'as rebondi quoi. Ouais, j'ai tapé sur les parois et j'ai cassé un pont de neige interne qui a amorti ma chute. D'accord. Encore en dessous de... D'accord. Ouais, à moins 15 mètres. Ok. Ensuite, mon sac à dos a fait l'amortisseur. Ah ouais. Bon, on est ravis de t'avoir avec nous. J'ai pas touché les cervicales, j'ai pas touché le... Donc bon, j'ai eu 3 mois un peu difficiles, encore difficiles aujourd'hui. Tu vois, j'ai encore un hématome. C'est quoi? C'est ok, hématome sur le dos et sur la fesse gauche qui me limite. Et là, quand tu cours, t'es comment en termes de sensations par rapport à... Écoute, de mieux en mieux. Okay. Après, voilà, chaque pas, j'ai une vibration. Tu fais de la rééduque ou quelque chose? Enfin, du kiné ou... Je fais du kiné, de l'ostéo. Ouais. J'ai le bassin qui est rigidifié, plus aucune mobilité. Donc autant te dire que les descentes en trail, il n'y a pas d'amortisseur. Donc la récup est un peu plus longue que ce que j'aurais voulu. Certains me disent assez courte par rapport aux circonstances de l'accident. Mais, oui, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, quoi. Mais tu l'as compris, c'est un peu ma dopamine. Si tu as pu le faire, moi je trouve ça génial. Alors, feedback non sollicité, mais je le fais quand même. C'est génial d'être remis tout de suite en selle. Partir comme ça en rééduque, quoi. Et plus utiliser ça comme une leçon que comme un signal qu'il faut arrêter, quoi. T'as 2 types de réactions dans cette situation. T'en as que 2. Oui, soit tu dis, bon bah, allez, j'arrête tout. Soit tu te dis, bon, mais en fait le choix c'est même pas fait pour moi.
Voilà, Pas d'alternative. Ouais. L'appel de la montagne. C'est une passion pour moi. Tu sais que c'est dangereux. Tu t'y prépares, tu maîtrises les risques. C'est un peu comme dans le business en fait. Hein. C'est pas pour rien que... Le business là, bon, c'est quoi les leçons de business que tu tires de tes expériences sportives? Tu fais du sport depuis toujours en fait. En fait, c'est ce que j'ai écrit, hein, la raison pour laquelle j'ai communiqué dessus. C'est parce que je pense que tu as quand même un enseignement hein, qui est... quand tu es au fond de la crevasse, tout seul, t'as beau... enfin, peu importe qui tu es, ce que tu as, combien tu as sur ton compte en banque, à la fin, tu es dépendant, tu es dans une situation de totale dépendance de la performance des autres. Est-ce qu'ils vont déclencher le secours? Est-ce qu'ils vont réussir à me sortir? Toi, tu es complètement passif et totalement dépendant. Et donc ce que j'ai voulu écrire quand j'ai communiqué sur le sujet, c'est ça, c'est qu'en fait dans une situation critique, que ce soit pro, que ce soit perso, on s'en sort jamais tout seul. Et pour moi, c'est un enseignement business qui est très fort, qui est, t'as beau être dirigeant d'une entreprise, et je dis ça pour tous les CEO, mais pour n'importe qui, au final, quand tu as vraiment un sujet, quand tu as vraiment une crise, c'est la performance des autres et le collectif qui fait que ça marche. Ouais. Donc les gens qui cherchent absolument performer seuls, et qui plus est dans nos sports, hein, on est quand même des sports, c'est des sports individuels. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu as l'air très collectif dans ta manière de faire du business, et tu l'es, on l'a vu à plein d'égards depuis qu'on discute, mais dans ton sport, tu es majoritairement individuel, même si là c'est l'équipe qui t'a sauvé. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai fait une des courses de l'UTMB il y a l'été dernier, Ouais. la TDS. Ok, donc TDS, 148 km avec 9000 de D+. 9002 de D+. J'aime bien de faire mal. Hein. Ouais, très technique en plus. Donc, certains qui ont fait les deux, la course reine de l'UTMB et la TDS, disent que la TDS est plus dure, plus complexe, plus technique. Ça représente quoi pour toi la souffrance? C'est un passage obligé, je dirais, Ouais. la performance. On peut pas avoir... forcément, quand tu sais que tu te mets un grand défi, tu sais qu'il va falloir souffrir pour l'avoir, mais c'est le passage pour la réussite. Et dans le business, c'est quoi la souffrance? Comment elle se matérialise pour toi? Quand est-ce que tu dis, là j'ai mal mais je vais continuer? Tu vois, nous, depuis 4 ans, si je te donne notre exemple, on a lancé un programme de transformation extrêmement profond du groupe, hein, changer la gouvernance, la stratégie de marque, l'ensemble des systèmes d'information, ERP, CRM, SIRH, stratégie de croissance externe, 14 acquisitions, recrutement de nouveaux partenaires, recrutement de nouvelles équipes. On a tout fait en l'espace de 3 ans, on continue à le faire, donc à certains moments tu te dis, bon, on se fait mal quand même. Mais c'est quoi? C'est des heures de travail, c'est une intensité de travail, c'est une exigence. Par quoi passe la souffrance? Comment elle se matérialise dans le travail chez BDO? Dans ton cas évidemment. Hein. Ouais, c'est de la charge de travail, c'est de la charge mentale, c'est un peu plus de doute. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je dois ralentir? Est-ce que je mets pas trop la pression sur les gens? Est-ce que la structure est capable de tenir ce rythme? Je veux dire, c'est une course de fond, mais voilà. Le marathon cérébral. À quelle intensité tu le mets? Et c'est pas dépendant de toi, hein, ça dépend aussi des autres. Voilà, les gens t'ont fait confiance pour s'engager dans certains projets. Donc tu as quand même une obligation de résultat, hein, c'est pas que du moyen. Hein. À la fin, tu peux pas simplement dire j'ai mis les bons moyens, on a échoué, bah, tu peux, on avait mis les bons moyens. Quoi. Donc ouais, ça c'est, tu te dis, c'est de l'engagement, et puis la course s'arrête jamais. Hein. C'est souvent, je dis souvent, les patrons d'entreprise sont des sportifs de haut niveau et pas suffisamment reconnus pour ça. Parce que quand on fait un Ironman, quand on fait un trail, quand on fait... Bon, on sait qu'on part pour on a une médaille déjà. Voilà. J'aimerais bien avoir une médaille. T'as une médaille. Dans le biz. Effectivement, là, t'en as rarement dans le business. Et puis surtout, tu sais que la course s'arrête à un moment donné. Et t'as un temps de récup. Quand t'es patron d'entreprise, t'as assez peu de récup. Comment tu sais la course s'arrête jamais? Que là, faut lever un petit peu le pied si on veut aller jusqu'au bout de la course, enfin jusqu'en tout cas si on veut la poursuivre. Ouais, c'est quoi les signaux pour toi? C'est très personnel comme question, mais à un moment donné, avec l'expérience, tu arrives à savoir que tu touches à un truc où... Je pense que chaque dirigeant le sent, je pense que ça fait partie aussi de la qualité
d'une qualité du leadership, c'est d'être capable de voir à quel moment est-ce qu'on peut accélérer, quand est-ce qu'on en a encore sous le pied, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce qu'il faut mettre des temps de repos. Tu vois, typiquement, on se parle, on est fin juin, voilà, on sait qu'il va falloir que les gens s'arrêtent, prennent des vacances, se reposent, se ressourcent, mettre en place des moments de break, de convivialité, rajouter des ressources à certains endroits. Voilà, je pense que ça fait partie aussi des qualités d'un dirigeant, de savoir à quel moment est-ce qu'on accélère, à quel moment est-ce qu'on ralentit, et de gérer sa course. Derrière nous, là, il y a l'Arc de Triomphe qu'on voit un petit peu. C'est quoi ta plus grande fierté, ton plus grand triomphe professionnel? C'était un souvenir très fort, une sensation d'accomplissement dans ton travail. T'as une idée en tête? Écoute, je pense que le premier, c'est quand mes associés m'ont élu à la présidence de BDO France. T'as fait quoi pour fêter ça? Qui était un choix très audacieux. Écoute, on était à un moment où je pense qu'on était encore confinés, enfin pas confinés, mais il y avait encore des restrictions. Donc je crois que ma famille était à Paris le soir de l'Assemblée Générale, et effectivement j'ai dû faire un plateau de fruits de mer avec mes enfants et avec mes parents, tu vois, qui étaient à Paris à ce moment-là. Et tu vois, typiquement le choix de mes associés, qui était un choix assez audacieux, hein. Finalement j'avais 37 ans quand j'ai été élu. J'étais pas dans la gouvernance du groupe avant cela, hein. J'étais responsable des activités à Paris. D'accord. Mais pour autant pas dans la direction. Donc voilà, le fait qu'ils me fassent confiance et qu'ils adhèrent à ce projet de croissance, ce projet de transformation et à cette ambition globale, ça a été une très grande fierté, et c'est aujourd'hui voilà, ce qui me plaît le plus dans le projet. Après, des moments de satisfaction, chaque rapprochement est un moment très fort, hein. Je veux dire, chaque closing. Donc 14 fois 14 fois, et puis aussi on a des pratiques un peu particulières, hein. On conserve systématiquement les dirigeants des structures, donc c'est vraiment des rapprochements, c'est pas des acquisitions. On va chercher des gens qui complètent notre offre, complètent notre maillage territorial et acceptent et choisissent de porter la marque et de nous aider à avancer. Donc moi je dis souvent, je ne vais pas chercher des gens pour leur dire quoi faire, mais plutôt que ces gens-là viennent nous aider à développer le groupe, son expansion et sa transformation. Donc c'est vraiment des mariages, hein, des expériences humaines assez fortes. Donc chacun de ces moments est extrêmement fort. Et puis ensuite, il y a tous les gains business, hein. Quand on remporte un appel d'offres pour le commissariat aux comptes d'une entreprise du SBF 120, quand on remporte un projet dans le secteur public auprès du ministère de l'économie, quand un client nous confie un projet structurant de changement de RP, une trajectoire de décarbonation, enfin tu vois, tous ces sujets voilà, sur lesquels on a investi et sur lesquels on a pris des risques, hein, en recrutant des experts, en faisant des actions de go-to-market, et de voir le groupe se développer et d'arriver sur des marchés où on n'était pas présent il y a 2-3 ans, et de dire aujourd'hui on est un acteur crédible. Et ça, voilà, pour résumer, c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de pouvoir te dire, et de façon, enfin, avec toute l'objectivité qui est la mienne, mais qu'aujourd'hui BDO est capable d'accompagner n'importe quelle entreprise, de la start-up, l'entrepreneur qui se lance avec un projet, au groupe du CAC 40 sur une stratégie de décarbonation. On est capable d'adresser l'ensemble de ces sujets avec un niveau d'expertise de l'ensemble de nos associés et de nos équipes qui est au meilleur niveau du marché. Donc aujourd'hui, j'ai plus à rougir, ça a été le cas à certains moments, hein. Je veux dire, encore une fois, on a un groupe en construction. Ça m'est arrivé de savoir que là, j'allais pitcher sur un projet pour lequel on n'avait pas suffisamment de références, on n'avait pas suffisamment d'expertise, on n'avait pas une histoire suffisamment robuste à raconter. Aujourd'hui, je sais, fort de ces 4 ans d'investissement, de ces opérations de croissance externe et finalement de tout l'argent qu'on a mis sur la table pour pouvoir développer ces expertises, je sais qu'aujourd'hui, on est arrivé au meilleur niveau du marché. Avec un ADN qui est différent, avec des engagements et une mission qui sont différentes et qui nous distinguent de la part de nos concurrents. Donc voilà, très, très enthousiaste et très heureux et optimiste pour l'avenir.
Ouais, dans un marché où on se parle qui est quand même un peu compliqué pour les entreprises aujourd'hui, y compris pour nous. Donc voilà, faut aussi qu'on arrive à naviguer dans cet environnement qui est complexe, mais voilà, très optimiste par rapport à la capacité du groupe de continuer de se développer. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin. On te souhaite de continuer sur cette belle trajectoire que tu as commencé. Beaucoup de succès sur la course de cet été, le challenge avec Mathieu Blanchard. Cyril Blanchard. Et Mathieu Blanchard. Le summum, lui il est à la Western. Lui il est à la Western. Et avec les deux du coup peut-être. Et puis écoute, c'était un grand plaisir. Merci pour ce business track. Merci à toi. Et puis merci pour ce format qui est tes résultats. assez unique. Ouais, ça t'a plu? Ouais, très sympa. Ouais, tu as fait ton entraînement. Ça y est, et puis j'ai fait mon entraînement. Il y a des journées plus compliquées. Ouais. Merci pour ce moment. Ravi. Voilà. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Avec plaisir.